Sur une nouvelle phase de l'histoire du Maghreb. C'est la dynastie almoravide. On a dit que pendant ce semestre-là, on va essayer d'accentuer notre réflexion sur l'école, ce qu'on appelle l'école hispano-maghrébine. C'est-à-dire on va essayer de voir un ensemble de dynasties qui ont régné sur le Maghreb, ce qu'on appelle le Maghreb. Le Maghreb et le Mashriq, c'est relatif en réalité. On définit un Maghreb par rapport à un Mashriq. Mais en général, le Maghreb, c'est à partir de l'Égypte. C'est à partir de l'Égypte jusqu'à l'Atlantique. Même l'Andalousie, elle fait partie. Ça, on l'appelle, maintenant actuellement, c'est juste une appellation. Vous prenez que la civilisation andalouse, les orientalistes, par exemple, les Européens, ils le classent dans ce qu'on appelle la civilisation orientale. Par contre, sur le plan géographique, l'Espagne, elle est en Occident par rapport en France, par exemple. Le problème n'est pas un découpage vraiment géographique, mais tout ce qui touche à la civilisation dite orientale, et le classe, même, il est à l'est de l'Europe. En réalité, sur le plan géographique, il n'est pas oriental par rapport à l'Europe. Il est occidental. Mais c'est un découpage de civilisation. Maintenant, sur la question du Maghreb, le Maghreb en général, Bilad al-Maghreb, comme on dit en arabe, c'est de l'Égypte jusqu'à l'Atlantique. Là, il y a un phénomène nouveau qui va émerger pendant le XIe siècle. Là aussi, dans chaque siècle, ça c'est un phénomène jusqu'aujourd'hui. Au début d'un siècle, il y a des bouleversements profonds dans l'histoire du monde. C'est pas seulement dans l'histoire du monde musulman, même dans l'histoire du monde. Actuellement, ce qu'on est en train de vivre actuellement, il y a un bouleversement, même dans le monde européen, dans le monde musulman, à l'échelle mondiale, il y a une nouvelle civilisation qui émerge. C'est pour ça que vous prenez le Corbusier, par exemple. Au début du siècle passé, il parlait de l'esprit nouveau. Un nouveau esprit qui se manifeste. Et les grands hommes à l'époque, c'était un domaine de l'architecture, il a essayé un peu de comprendre ce qui se passe et de proposer des solutions dans son domaine. Et chacun dans sa spécialité, mais ils assistent à un changement profond dans l'état du monde, et ça se reflète dans la philosophie, après dans la politique, dans l'architecture, et ainsi de suite. Dans chaque début de siècle, il y a en quelque sorte un bouleversement dans l'état du monde. Le XIe siècle, on assiste à ce changement. Le XIe siècle de l'ère chrétienne, ça veut dire à partir de 1000, on a vu sur le plan philosophique, il y a des auteurs qui reflètent un peu cette phase, mais sur le plan politique, il y a un phénomène nouveau. Par exemple, dans le côté du Maghreb, les autochtones, ce qu'on appelle les berbères, là, pour la première fois en quelque sorte de leur histoire, ils construisent de grands empires. Parce qu'avant, le Maghreb, il était sous les mains des Arabes. Il était toujours gouverné par le Mashriq, soit la période Umayyad, soit la période abbasside, mais à chaque fois, ils étaient gouvernés d'une façon ou d'une autre à partir du mouvement qui venait de l'Occident, qui venait de l'Orient. Les Idrissides, c'est un mouvement qui est venu les Fatimides, c'est un mouvement qui est venu de l'Orient. Les Umayyads de Cordoue, Abdurrahman al-Fatah, il est venu de l'Orient. Il y a toujours ce mouvement qui vient de l'Orient. Mais à partir du XIe siècle, là, en quelque sorte, les Berbères, ils vont prendre les choses en main. Et ils vont construire de grands empires. Et le premier empire berbère, au sens propre du terme, parce que même les historiens, ils vous disent, la première génération, ils ne comprenaient même pas l'arabe. Ils parlaient que le berbère. Parce que c'est une tribu qui est sortie du désert du Sénégal actuellement. Ils sont arrivés à unifier, à gagner tout ce territoire. L'Andalousie, tout le Maroc, le Sénégal actuellement, la Mauritanie, le Sénégal, le Maroc, et jusqu'à Alger. Là, à Alger, il y a la même période,
il y a ce qu'on appelle les Hamadites, qui sont en réalité de la même famille, c'est les Sanhaja, ils appartiennent à la même tribu, c'est les Sanhaja. Vous avez de l'autre côté de l'Ifriqiya, vous avez les Irides, et vous avez du côté de l'Égypte, c'est ce qui reste des Fatimides. Voilà un peu. Voilà un peu ce mouvement religieux et politique en même temps. Hein. C'est un mouvement qui réunit un peu les deux. La dynastie des Almoravides, on les appelle en français les Almoravides, en arabe on l'appelle le Morabitoun. Hein. Le Morabitoun en référence à un ribat. Là aussi la question de ribat, dans l'émergence de ces mouvements-là, ils sont importants. Hein, ils n'ont pas du diplôme universitaire au sens actuel, mais ils ont fait toujours un lieu de retraite, un lieu de formation qui réunit la formation scientifique, la formation spirituelle et la formation de guerre. C'est ça un peu un ribat. Et si vous constatez un peu cette formation actuellement, il est offert dans les grandes écoles en Europe. Hein. C'est pas, vous voyez l'élite japonaise, c'est un peu dans ce type d'écoles qui sont formées. Hein. C'est des écoles qui sont en retrait par rapport à la ville, dans les campagnes en général. Et là, ils ont cette formation scientifique, mais aussi psychologique. Et une fois ils sortent de ces écoles-là, ils gèrent l'État, ils transforment l'État complètement. Cette dynastie, elle a pris naissance aussi dans ce ribat. Au sud du Sahara, à partir du début du XIe siècle, ça veut dire à partir de 1039. Les historiens, avant cette date-là, ils disent rien sur ces tribus. Parce qu'ils étaient à la marge de l'histoire, en quelque sorte. Parce que c'est des tribus qui font des guerres entre eux. Hein, ils font des razzias pour survivre. Hein, ils vivaient un peu dans un état un peu primaire. Par contre, d'un autre côté, ils voulaient apprendre. Hein. C'est ça un peu l'expression. C'est pour cela, un de leurs chefs, lorsqu'elle a fait le pèlerinage à la Mecque, en revenant dans ses tribus, il a ramené avec lui un savant, Abdullah ibn Yassi. Ce savant, qui était berbère lui aussi, et il les a formés. Il les a formés dans un ribat, en quelque sorte dans une école. C'est un ribat, à la fois retraite spirituelle et base de djihad. Il y a toujours la double formation. Une fois ils ont atteint le 1000 seulement, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité aussi. Une fois ils ont atteint 1000 soldats en quelque sorte, ils ont quitté le ribat pour faire la conquête. Voilà un peu leur histoire. Après, bien sûr, là, parce qu'en quittant le ribat, ça devient un mouvement politique. Ça devient une guerre, ça devient une armée. Il faut des chefs, il faut une organisation. Leur premier chef, c'était Abu Bakr ibn Omar. Mais après lui, c'était Youssef ibn Tashfin qui a pris les rênes du pouvoir. Et c'est lui qui a, en quelque sorte, fondé l'État almoravide complètement. En poursuivant la conquête, bien sûr, là, elle monte vers le nord, à partir du Sénégal, de la Mauritanie actuellement, jusqu'au Maroc, et ils vont jusqu'à l'Algérie, jusqu'à Alger en 1083. Bien sûr, sur leur passage, ils fondent la ville de Marrakech, qui devient leur capitale. Vers 1070, ils fondent leur capitale à Marrakech. On a quelques vestiges de cette dynastie, on va les voir après. On parle aussi de Qasr al-Hjar, de la période almoravide, qu'on a toujours des traces. Bien sûr, puisque c'est un mouvement religieux, ils vont essayer un peu de stopper la reconquête chrétienne. La reconquête chrétienne. Bien. La reconquête chrétienne, en particulier dans la bataille de Zelaqa, qui est connue dans l'histoire.
ils sont arrivés à vaincre les chrétiens en 1086. Et là, le Youssef ibn Tashfin, il prend le titre de Amir al-Muslimin. Hein? Amir al-Muslimin. Et ils sont arrivés un peu à stopper un peu cette reconquête à un certain moment. Hein. Voilà un peu sur le plan de la géographie comment les choses se sont passées. Ça veut dire qu'ils sont sortis un peu du Ribat du Sénégal. Hein. On parlait même des fois le Ribat, il était sur l'île, hein, il n'était pas même pas sur il était à côté parce qu'il y a des îles sur le côté du Sénégal. Il était en mer. Hein. Ils ont quitté le Ribat vers 1069-70, ils étaient du côté de Marrakech. 1082 à Alger. Puis ils sont passés de l'autre côté pour mettre fin à ce qu'on appelle les rois de Taïfa. Les rois de Taïfa, Moulouk Tawaif, ce qu'on appelle Moulouk Tawaif, hein, pour stopper un peu la reconquête chrétienne qui venait du nord. Hein. Au même moment, ce qu'on a vu avec les Hammadites, il y a ce mouvement des Banu Hilal qui est venu de l'Occident, de l'Orient. Hein. Vers 1053, il y a ces tribus des Banu Hilal et de Banu Sulaym qui sont venus de l'Orient, qui étaient un peu la cause hein, de la chute de la Qala'at ibn Hamad. L'empire almoravide s'étendait de la vallée de l'Abre jusqu'à la Mauritanie actuelle. Ça veut dire ils sont arrivés à conquérir un territoire qui s'étalait de l'Espagne jusqu'à la Mauritanie en bas et de l'Atlantique jusqu'à Alger actuelle. Hein. Se dote d'un appareil administratif organisé et centralisé, chapeauté par des dignitaires almoravides. Hein. Là aussi, il y a toujours cette structure politique hein, qui vient dans l'histoire qui fait partie de l'histoire du Maghreb, du Berbère. Ils n'ont pas en quelque sorte hein, calqué des systèmes politiques de gauche-droite. Par contre, ils ont utilisé leur système. Le système de Tejmaat, les dignitaires de la tribu, c'est un système de tribal, et il y a toujours les dignitaires, hein, ce qu'on appelle Ayan, ou Tejmaat au sens berbère, qui étaient généralisés sur tous les niveaux de l'État. Hein. Hein, vous avez des régions qui ont une certaine autonomie dans l'organisation. Il y a aussi l'importance du juriste malikite. On l'appelle même Dawlat al-Fuqaha, parce que tellement hein, les juristes malikites ils étaient présents dans l'État, influés dans les hautes sphères du pouvoir, fournir le personnel nommé aux charges judiciaires et religieuses. Hein, c'est un État aussi, on raconte que les femmes elles avaient un rôle important dans cette dynastie, parce que c'est les Touaregs, un des problèmes un peu des Almohades qui vont venir après eux, ils leur reprochaient que les hommes hein, ils font des voiles, les femmes non, ce qu'on voit actuellement dans les Touaregs par exemple. Hein. Les hommes ils sont voilés, par contre les femmes non, mais les femmes elles étaient présentes dans la gestion de l'État. Hein. On raconte beaucoup d'histoires qu'ils étaient dans les reins du pouvoir. L'espace almoravide bénéficie d'un développement économique important grâce au contrôle des axes de commerce transsahariens sur le plan géographique. Un développement d'un pays, il faut des voies de commerce. Hein, il y a plusieurs paramètres qui font développer. On a vu que les Mamelouks de l'Égypte, un de leurs causes de leur chute, hein, qu'ils ont perdu le contrôle des voies de commerce. Une fois les Européens ils ont découvert la voie maritime, hein, le commerce qui vient de la Chine, il ne passe plus par le monde musulman. Et un des paramètres de la chute, c'était ils n'ont plus la main sur les voies de commerce. Par contre, les Almoravides, là, à cette période, hein, on est toujours au XIe siècle, ce n'est pas le XIVe siècle. Le XIe siècle, les voies de commerce, ils étaient entre le nord et le sud, ils passaient par le Maghreb. Ils passaient par le Maghreb, et là, les Almoravides, ils profitaient un peu de l'or africain, qui vient de l'Afrique, alimentent ainsi d'une manière continue les ateliers de frappe monétaire, d'où sont émis des dinars d'un bon aloi, largement diffusés dans les royaumes chrétiens d'Espagne. Et si on raconte même le dirham,
des Almoravides, on l'a trouvé même en Russie actuellement. Hein. Tellement c'est une monnaie, hein, c'est l'équivalent du dollar actuel. Hein. C'est une monnaie un peu qui a sa valeur à l'époque. On le trouvait même dans les royaumes chrétiens. L'essor de certaines villes comme Almeria témoigne de cette riche activité économique, favorisée également par le développement des échanges commerciaux avec le nord de la Méditerranée. Le pouvoir almoravide connu sous le règne de l'émir Ali ibn Youssef, qui est le fils du Youssef ibn Tashfin. Il a pris le pouvoir à l'âge de 23 ans, entre 1106 et 1143. Les premiers symptômes de sa crise, ils ont dû affronter la révolte almohade. Malgré leurs forces militaires et la série de fortifications mises en place pour verrouiller les accès aux plaines depuis les zones montagneuses dissidentes. Les Almoravides succombent aux attaques almohades et la capitale Marrakech est prise en 1147. La cause principale de la chute de cette dynastie, c'était l'émergence d'un mouvement opposant qu'on appelle les Almohades. Les Almohades avec Ibn Tumurt. La guerre entre eux, la confrontation, elle a duré plus de 50 ans. Hein. Il faut pas, ces choses-là, elles ne passent pas du jour au lendemain. Hein. Hein, les Almohades, ils ont pris un peu les montagnes de l'Atlas, ils étaient réfugiés dans les montagnes, et à partir de là, ils ont construit un autre noyau pour une nouvelle dynastie. Hein, la guerre entre eux, ça a duré presque une génération, jusqu'à 1147, où ils ont mis fin à cette dynastie-là. Les Almoravides fondent Marrakech, la dote d'une zone palatiale, Qasr al-Hijr, il est cité par les historiens, palais de pierre, situé à l'emplacement de la future Koutoubia almohade, d'une grande mosquée portant le nom de deuxième souverain almoravide, Ali ibn Youssef, et on assure l'alimentation en eau grâce à un réseau complexe de canalisation souterraine. Là aussi, on raconte que les textes ils ont trouvé un peu une solution pour résoudre le problème de l'eau dans la ville, en alimentant toute la ville par une décanalisation souterraine, ce qu'on appelle les qantaras, nécessaires à l'irrigation de nombreux jardins urbains. Là, on cite même les noms des muhandis, on appelle même le muhandis, les ingénieurs qui étaient derrière cette création. Malheureusement que la majorité des édifices fondés par les Almoravides à Marrakech, ils étaient détruits par les Almohades après. Hein. Parce qu'une fois les Almohades, ils sont devenus des maîtres de la capitale, ils ont détruit un peu tout ce qu'ils étaient avant. Là aussi, c'est un phénomène un peu particulier dans notre histoire. Hein. On refait l'histoire à zéro. Hein. Ce n'est pas au sens politique, mais même dans l'architecture. En matière d'architecture religieuse, les grandes mosquées d'Androma, on a un ensemble de monuments laissés par les Almoravides, en particulier là en Algérie. On a la mosquée d'Androma, du côté d'Oran. Hein. On a la mosquée d'Alger, de Tlemcen. On a les travaux de la mosquée de Qarawiyyin de Fès. Même cette mosquée de Qarawiyyin, elle est ancienne, elle date de la période idrisside. Mais les Almoravides, ils l'ont agrandie. Et ils ont changé, ils l'ont doté d'un ensemble de coupoles à Muqarnas. Ils ont aménagé 3 nouvelles nefs parallèles au mur de la Qibla, ils ont fait l'extension de la mosquée, puis ils ont ajouté un ensemble de coupoles. Un nouveau mihrab est également édifié, puis mis en valeur par une succession de coupoles couvrant la nef axiale. On a aussi un élément qui reste à Marrakech, ce qu'on appelle la coupole ou la qubba d'Ali ibn Youssef. Malheureusement, c'est juste un élément d'un ensemble qui est détruit. On va le voir tout à l'heure, cette coupole. Sur le plan du mobilier, on a le mimbar de la Koutoubia. C'est un mimbar qui est réalisé à Cordoue. Qui était là aussi, même à l'époque, il y a des ateliers on peut fabriquer des objets de l'autre côté de la Méditerranée, on les ramène au Maghreb, ainsi de suite. Là, ce mimbar-là, il est fait en bois sculpté,
Il est fabriqué à Cordoue, puis ils l'ont ramené à la mosquée, hein, à la mosquée d'Ali ibn Yusuf. Mais les Allemands, d'après eux, même la mosquée elle était détruite, ils ont gardé le mimbar. Hein, tellement c'est un chef-d'œuvre dans sa façon qu'il est fait. Les Allemands, d'après eux, ils ont gardé le mimbar, et le mimbar, il est toujours présent actuel. Hein, il est toujours présent actuel. Maintenant, on commence un peu leurs édifices importants, leur réalisation. Là, c'est la mosquée de Tlemcen, qui est un peu le chef-d'œuvre un peu de cette dynastie. Là, le nom, c'est la grande mosquée de Tlemcen. La ville de Tlemcen, elle était toujours, même avant les Almoravides, elle était toujours là. Mais ils ont construit une autre ville à côté, ce qu'on appelle Tagrad. Tagrad. Et là, ils ont construit la grande mosquée. La date de construction, c'est 1136. 1136, ça veut dire c'est la période d'Ali ibn Yusuf. d'Ali ibn Yusuf, c'est le fils de Yusuf ibn Tashfin. Par contre, le minaret, il est tardif. Le minaret, il date de 236, ça veut dire presque un siècle après. Ça veut dire qu'il ne date pas de la période almoravide, il date de la période des Almoracides, des Zirides. Les matériaux de construction, c'est plutôt de la pierre, la brique et le plâtre. La décoration, on a une décoration importante qui est à la base du marbre, plâtre sculpté et ajouré. On a le céramique, on a le bois. Le dessinateur, on a dit que c'est Ali ibn Yusuf, ibn Tashfin, qui a gouverné entre 1106 et 42. Les dimensions de la mosquée, c'est pas une forme régulière. La mosquée, on a 63 sur 50 murs de la Qibla, mur nord, et 32, 5, c'est le mur sud. En quelque sorte, c'est un trapèze. On va voir le plan. La salle de prière, il fait dans les 49, 30, 25 mètres. Et le minaret, il fait dans les 29,15 mètres. Et le minaret, on a dit qu'il n'est pas almoravide. On n'a pas de minaret de la période almoravide. Tous les minarets, ils datent des dynasties qui vont venir après. Maintenant, c'est bon. On a une inscription pour le Maghreb, prenez Georges Marseille, il est intéressant. Le livre de Georges Marseille, vous l'avez à la bibliothèque. Histoire de l'architecture du Maghreb. Maroc, Algérie, Tunisie et Espagne. Et on a photocopié, vous l'avez à la bibliothèque. C'est Georges Marseille. Si vous voulez un peu approfondir plus, Georges Marseille il a beaucoup d'ouvrages sur Tlemcen par exemple, sur le Mimbar d'Alger. C'est un historien d'art. Il a pas mal de recherches sur... Bien sûr, on a une inscription de datation de la mosquée. Là, vous voyez, elle est toujours présente, qui mentionne la date de réalisation et c'est à qui l'a réalisé. Là, on voit même la date, 1136. Il est classé. Voilà le plan de la mosquée. Ce qu'on voit là, ça veut dire la cour, la salle de prière. On a dit que la salle de prière, là, il y a plus que 50 mètres. Par contre, de ce côté-là, c'est 35. C'est pas un plan régulier. Les nefs, ils sont perpendiculaires au mur de la Qibla. Le mur de la Qibla, il est là. Là, on constate dans la nef axiale, qui est plus large que les autres, on a deux coupoles. Une coupole côté du mihrab, une coupole là presque au centre. Nef axiale, 4 mètres de largeur, au lieu de 3,5. Tous les autres sont 3,5, à part celle-là, c'est 4 mètres.
Son plan est irrégulier au niveau du mur nord-ouest, peut-être en raison de la topographie. Hein, actuellement, ça veut dire le plan actuellement il est de cette manière. Mais à l'époque, on ne sait pas pourquoi il y a cette irrégularité de plan. On suppose que le terrain n'est pas plat. Hein, ça veut dire qu'il y a un empêchement qui est dû au terrain. Mur oriental, vous avez 3 portes. De ce côté-là, maintenant, on a 3 portes. Les 9 et 100, on a dit perpendiculaire au mur de la Qibla. Et de ce côté-là, vous avez un ensemble de chambres, hein, une chambre de l'imam, et pour le minbar aussi. Hein. Cette partie-là, c'est un rajout. Hein. Il y a un mahkama, une cour, et le minaret. Il date de la période almoravide, il date de la période postérieure, ça veut dire c'est les Irides qui vont devenir les maîtres de l'Emsan après la chute des Almohades, et ils vont agrandir la mosquée. Une cour quadrangulaire désaxée, si on regarde un peu par rapport au plan, que la cour n'est pas dans l'axe. Ça, c'est un peu une particularité puisque le plan il n'est pas régulier, même la cour il n'est pas axée par rapport à l'axe du mihrab. Vous avez la salle de prière, en quelque sorte elle est axée, ça veut dire elle est symétrique. La cour elle est désaxée par rapport à l'axe de la nef du mihrab. Si vous regardez là, qu'est-ce que vous avez là? Là, celui-là, c'est le mihrab, il est dans la salle. Dans la cour, maintenant, vous avez un autre mihrab. Hein. Un autre mihrab, ce n'est pas un mihrab en 3D, mais il est dans la cour. Hein, dans la cour, il y a une forme d'un mihrab dans la cour. Ça aussi, pour désigner un peu la direction de la Qibla pour les gens qui font la prière dans la cour. Une cour quadrangulaire désaxée, entourée de portiques sur ces 3 autres côtés, dont certains constituent le prolongement des nefs. Toujours les galeries de la cour, c'est les prolongements des nefs. Hein, ça, normalement, hein, voilà, hein, ça c'est les galeries. Les galeries, on a dit, il peut être plusieurs formes. Hein. Il peut être double, il peut être simple, il peut être triple. Et les galeries, c'est toujours les galeries de côté est et du côté ouest, parce que celui-là, on va dire, c'est le sud. Hein, c'est le prolongement des nefs. Hein, c'est 3 nefs. Là aussi, c'est les nefs qui sont prolongés pour constituer les galeries de la cour. Les galeries, c'est des espaces qui sont couverts, mais sont ouverts sur la cour. Ouvre sur la salle de prière, le prolongement des nefs ouvre sur la salle de prière, dont les 13 nefs perpendiculaires au mur qibli sont coupées de 6 travées. Hein, le nombre, si on revient en arrière, vous avez 13 nefs et 6 travées. 13 nefs, si on les compte dans ce sens-là, et les travées, on va compter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette direction-là, c'est la direction des arcs support à l'intérieur. L'architecture de la grande mosquée de Tlemcen se distingue par l'utilisation d'arcs en plein cintre, outrepassés, qui est un arc un peu qui a pris naissance en particulier dans la mosquée de Cordoue. La mosquée de Cordoue, on a vu qu'il y a une grande utilisation de l'arc plein cintre outrepassé. Là aussi maintenant, il y a l'émergence aussi des arcs brisés, outrepassés aussi. Hein, ces 2 arcs-là, ils vont dominer un peu l'architecture des arcs à partir des Almoravides, brisés, outrepassés, et d'arcs polylobés. Il peut être à base brisée ou plein cintre.
Ça veut dire le lobe. Hein, on construit l'arc lobé à partir du brisé outrepassé, ou à partir aussi du plein cintre outrepassé. On va voir quelques arcs tout à l'heure. Particulièrement ornés au niveau de la zone du mihrab. Bien sûr, là aussi, il y a toujours ce point. À chaque fois, on avance dans l'espace vers le mihrab. Là, cette zone-là, il est mise en valeur par la décoration et par la position de la coupole principale. Voilà un peu une vue à partir de la cour sur la mosquée. Voilà un peu les arcs, si vous voyez là, l'arc plein cintre outrepassé. Par contre là, c'est un arc brisé, lobé. Ça, c'est un ensemble de lobes. Et le lobe, bien sûr, il peut être 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 9. Il peut être à 9, à 7, à 11, ainsi de suite. Le nombre de lobes qui constituent l'arc. Là aussi, c'est le minaret, celui-là. Le minaret, ça, c'est la façade nord. L'accès, il est de ce côté-là. Voilà une autre vue maintenant sur la salle de prière. Il est de ce côté-là. La salle de prière, vous voyez que la toiture, c'est des toitures à double pont. Ça veut dire qu'ils sont un peu dans la direction des nefs. Là aussi, c'est un peu le schéma de la mosquée de Cordoue. Là, vous voyez l'espace, l'axe, c'est l'axe du mihrab. Même dans l'axe du mihrab, on change aussi la dimension de l'arc. Là, vous avez un rythme un peu d'arc, l'arc plein cintre, outrepassé, brisé, lobé, plein cintre, outrepassé, brisé, lobé, mais il est moins que celui-là, puisque celui-là, il est dans l'axe, dans la nef axiale qui fait 4 mètres. Au niveau du sol, on a cet espace-là qui désigne la direction de la Qibla. On appelle la anaza en arabe. Bien sûr, au centre, vous avez cette fontaine où on a toujours ces espaces. Maintenant, l'intérieur. Une fois on franchit maintenant l'intérieur, on est dans la mosquée. La mosquée, voilà un peu la direction, ce qu'on appelle la direction des nefs. Vous voyez un peu. Les arcs, ils ont toujours une certaine direction. Maintenant, une fois, si on revient un peu en plan, là on retrouve aussi un phénomène. Là, du côté du mihrab, on a changé même les supports. Là, du côté du mihrab, les supports, c'est pas des piliers. Là, la majorité, c'est des piliers. Par contre, là, c'est des colonnes. Pour mettre un peu en valeur cette zone, on change même les supports. Les supports juste à côté du mihrab, et ça devient des colonnes. Voilà une autre vue sur... là, on a le mihrab, il est là. Là, c'est des colonnes. Et une fois on avance vers le mihrab, là, le mihrab, il est mis en valeur. Le mihrab, c'est un espace. C'est pas seulement... On a dit que dans l'architecture islamique, il est plutôt symbolique que fonctionnel. Parce que la direction de la Qibla, on peut faire la prière dans toutes les directions. Et l'imam, c'est pas une obligation qu'il soit dans le mihrab pour faire la prière. C'est un espace plutôt symbolique. Et il est mis en valeur, ça veut dire par sa décoration. Et il y a de la coupole, il y a une coupole, elle est unique en quelque sorte, dans la tradition un peu des coupoles à nervures de Cordoue, à nervures au-dessous, et tout cet espace-là, il est décoré d'une richesse importante. Voilà un peu, on est dans la nef axiale, dans la direction du mihrab. Une fois on franchit, on arrive un peu au mihrab, on a cet arc lobé, brisé lobé, et à partir de là, on est dans la zone du mihrab.
Au-dessous, vous avez cette coupole à nervures, et au fond, vous avez le mihrab lui-même. Hein. Et tout ça, toute cette décoration-là, il date de cette période. Hein. Hein, c'est un peu bizarre, hein, ces gens-là qui sortent du désert pour la première fois, hein, ils sortent du désert, hein, en temps record, ils arrivent à faire un art de cette richesse. Voilà une vue un peu plus loin de cette zone qui... dans cette mosquée, il y a deux coupoles. Hein. Il y a la coupole qui est devant le mihrab, il est là. Il y a une coupole juste avant. Hein. Le mihrab lui-même. Maintenant, le mihrab lui-même, on est un peu dans la tradition andalouse, hein, dans la mosquée de Cordoue, qui reste une référence. Le mihrab au décor de plâtre finement sculpté, de motifs végétaux et épigraphiques, rappelle celui de Cordoue. Il s'ouvre par un arc outrepassé. Il s'ouvre, là dans le mihrab, on parle toujours, il y a la niche du mihrab, la niche, la couverture hein, de la niche. Dans la mosquée de Cordoue, c'est une coupole, hein, à cannelure qui couvre un peu la niche. Là, après, on parle de l'ouverture. L'ouverture, c'est plutôt un arc plein cintre outrepassé. Vous le voyez bien. Il s'ouvre par un arc outrepassé placé dans un encadrement rectangulaire. L'encadrement rectangulaire, qui est constitué par un ensemble de panneaux, hein, avec une décoration épigraphique. Hein. Tout ça, c'est de l'écriture, hein, qui mélange bien sûr avec la fleur. Hein. Encadrement rectangulaire, ces claveaux bichromes s'achèvent par des voussures, les claveaux de cet arc, ce qu'on appelle les claveaux, c'est ces parties-là. Ces claveaux qui sont alternés entre le blanc et une autre couleur. Hein. Ils se terminent par des voussures. Les voussures, c'est cette partie. S'achève par des voussures polylobées. Sa niche de section polygonale, la niche à l'intérieur, section polygonale, est surmontée d'une couplette à 16 cannelures. Au-dessous de cet espace-là, qui est forme polygonale, il y a une coupole à 16 cannelures. Là, c'est un peu le mihrab de Cordoue. Hein. Maintenant, on va prendre des éléments de composition de ce mihrab, hein, leur nom. Les éléments du mihrab, vous avez là la niche du mihrab qui est de forme polygonale. La niche, c'est l'espace qui est creusé dans le mur de la Qibla. Hein. Il peut avoir plusieurs formes. Hein. Il peut être circulaire, il peut avoir une forme polygonale, il y a plusieurs formes. Il y a une qui est couvert par une couplette. La couplette, il joue un peu le rôle aussi du son. Hein. Il reflète le son vers derrière. Hein. C'est pas... Et si on revient un peu en arrière, vous avez aussi un ensemble de claustras. Hein, vous regardez là, il y a un ensemble de claustras qui sont sculptés. Hein, on va voir, c'est avec une décoration plutôt florale qui compose la niche du mihrab. Hein. Les claustras, les colonnes et chapiteaux. Les colonnes et chapiteaux. Voilà, c'est la base un peu, c'est la base du mihrab. Maintenant le cadre. Le cadre, c'est celui-là. Le cadre, c'est celui-là. Arc d'ouverture, 2 cercles. Vous avez un arc d'ouverture qui est formé de 2 cercles. C'est des arcs plein cintre, outrepassés. Bien sûr, là, il y a des rapports, comme on les dessine. Hein, comme on dessine ces arcs-là. La position des centres, c'est pas fait au hasard. Hein. Il y a toujours un jeu de rapports géométriques. La voussure limitée par les 2 cercles, ça c'est ce qu'on appelle la voussure.
Les claveaux, c'est ces éléments-là de découpage des deux cercles, on appelle les claveaux. Là, les claveaux, ils sont alternés. Hein. Les équations, vous avez 6 espaces-là, c'est un ensemble, ce qu'on appelle les équations, qui sont formés entre le cadre et les cercles. Hein, les équations, là, ils ont reçu une décoration florale et des rosaces aussi. On peut trouver des rosaces dans cette partie-là. Des bandeaux rectangulaires, un ensemble de bandeaux rectangulaires qui forment le cadre. Des carrés à 8 pointes, c'est ces espaces-là. C'est des carrés pivotés à 45 degrés, et ils vous donnent une forme à 8 pointes. Vous avez des arcs trilobés aveugles, ces espaces-là, tout ça ne sont pas ouverts, hein, c'est aveugle. Par contre, vous avez un jeu d'arcs trilobés, on l'appelle les claustromes en général. La partie inférieure maintenant, ça c'est la partie supérieure. Hein. C'est la partie supérieure du mihrab. La partie inférieure maintenant, vous avez le niveau 0, il est là. Hein. La partie inférieure, vous avez un ensemble de panneaux rectangulaires. Hein, c'est des panneaux qu'on peut toucher, ils sont à la portée de... c'est des panneaux sculptés à base de la fleur. Hein. Voilà un peu les éléments de composition de ce mihrab. Bien sûr, on a dit que ce mihrab-là, juste dessous, vous avez cette coupole qui est à nervure, on va le voir tout à l'heure, qui est couverte par une charpente de la tuile, avec la tuile. J'avance. Voilà un peu le type de décoration qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est un chapiteau. C'est un chapiteau qui est au niveau de l'ouverture. Et ça, c'est la feuille c'est un claustrat qui sont à l'intérieur de la niche. Voilà, c'est celui-là. Le chapiteau et le claustrat qui est à l'intérieur, l'intérieur de la niche du mihrab. Si vous regardez un peu le claustrat, ça veut dire, en première vue, c'est une décoration florale. C'est à base de l'acanthe en général. Et on a un peu le type de palmes, soit c'est des palmes simples, soit c'est des palmes doubles. On a des pommes aussi, des fleurons, des pommes. Mais à partir de ce schéma-là, on peut trouver le schéma géométrique. Hein. Toujours, tous les dessins, ils sont à base géométrique. Ça veut dire, si je prends ce panneau, je vais chercher les tiges, parce qu'une fois avant qu'il dessine ça c'est sculpté dans le marbre, c'est sculpté dans le on dessine aux premières choses, c'est les tiges. Et les tiges, il y a toujours une géométrie derrière. Si on suit les tiges, il y a toujours une géométrie derrière et on remplit au fur et à mesure le panneau. Là, la géométrie, elle est à la base de tous les dessins. Voilà un peu une vue sur cette coupole extraordinaire qui est au-dessous du mihrab. Voilà le mihrab qu'on a vu tout à l'heure. Le mihrab qu'on a vu tout à l'heure, c'est la niche du mihrab. Voilà le panneau supérieur du mihrab. Et juste au-dessous, on a cette coupole. Cette coupole. Et vous voyez même, là on a de la lumière. On voit un peu de la lumière à partir de la coupole. C'est une coupole qui est complètement, elle fait entrer la lumière, tout simplement parce que c'est une coupole à nervures aussi. On a un ensemble de nervures qui constitue la coupole. On est un peu dans la tradition de Cordoue, mais l'extraordinaire un peu de cette coupole-là, que entre les nervures, on a décoré ces espaces-là avec du plâtre, avec une sculpture, mais
qui ont peint en quelque sorte, c'est un tamis, hein, qui fait entrer la lumière. Et à l'extérieur, toute cette coupole-là, il est couverte par une charpente en bois, avec de la tuile, hein, qui fait entrer la lumière des quatre côtés. La coupole, la zone du mihrab, est magnifiée par une nef plus large, ponctuée de deux magnifiques coupoles. Ça, c'est la coupole un peu principale. Il y a une qui est un peu moins décorée à l'intérieur de la salle. Hein. Voilà un peu de plus près l'image un peu de la coupole. Là, on a un ensemble de nervures qui constituent la structure. Hein, la structure de la coupole. Vous avez la base de la coupole qui est carrée. La coupole, il crée un espace octogonal. Maintenant, les espaces qui sont dans les coins, qu'on appelle les pendentifs en général, il y a du coupole à Muqarnas de ce côté-là. Hein, on a quatre petites coupoles à Muqarnas dans les coins. Là les Muqarnas qu'on a vu à la Qal'a de Bani Hamad, là, les Almoravides, ils vont les développer. Hein, ils vont les développer dans tous leurs coupoles. Et ça devient un signe des coupoles almoravides. La coupole de Tlemcen, située dans la zone du mihrab, est la plus remarquable. Nervurée à 16 pinces, à 16 éléments de structure. Les éléments de structure, c'est les nervures, en nombre de 16. Il prend appui sur une corniche carrée par le biais de 4 trompes à Muqarnas. Les trompes qui sont les espaces constitués entre la base, la coupole, et la zone carrée de la forme de la coupole et la base carrée de la coupole. On a les 4 coupoles à Muqarnas, les nervures formées par des rangées de briques. Même sur le plan de la structure, les nervures sont formées par des éléments de briques. Tout simplement parce que Georges Massé, il a fait un peu c'est lui qui a étudié un peu en détail cette coupole-là. Les éléments de structure, on peut les voir en extrado de la coupole. Ça veut dire en ouvrant la toiture, lorsqu'il a regardé la toiture d'en haut, on a toutes les traces des éléments de structure de la coupole. Hein. Apparaissent sous forme d'arêtes en scie sur l'extrado. Les panneaux qui relient les nervures sont en plâtre sculpté, entièrement ajourés. Ils constituent une dentelle lumineuse. Hein, ces espaces-là maintenant, qui sont entre les nervures, hein, c'est en quelque sorte c'est une dentelle, hein, c'est une décoration, et en même temps, ils font entrer de la lumière. Hein. Et depuis le XIe siècle, cette coupole-là, elle est toujours présente. Hein. Au centre, un lanternon à Muqarnas collant le tout. Ça, c'est au sommet maintenant. Là, au sommet de la coupole. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, au sommet. Hein, là, vous avez une petite coupole, une couplette à Muqarnas en quelque sorte. Hein, au sommet de cette grande coupole, là où il y a le lustre qui est attaché au lustre, là, vous avez une petite couplette à Muqarnas. Le décor des Almoravides, il est riche dans tous leurs édifices. Là, on a un panneau en quelque sorte, on a un panneau de la mosquée de Tlemcen. La grande mosquée de Tlemcen constitue un remarquable exemple de la pérennité de l'architecture cordoine par les innovations et le raffinement de son décor. Là aussi, il y a l'émergence de ce qu'on appelle le khat al-Naskhi. On a vu au début de la dynastie musulmane, c'était plutôt le koufik qui dominait comme élément de décoration. Et le koufik, c'est une décoration un peu géométrique. Mais à partir de cette période historique, on assiste à l'introduction d'une naskhi. Hein, c'est un peu écriture stylistique, hein, qui se marie mieux avec l'écriture, avec les palmes, avec l'écriture florale. On a des panneaux, on mélange un peu les deux, hein, dans l'écriture
épigraphique, où il y a l'écriture, on ajoute aussi, entre les éléments de l'écriture nasri, une décoration florale. Pour les minarets, on ne va pas en parler, on est toujours dans la tradition dite des minarets maghrébins. Ça veut dire que c'est des minarets à base carrée, c'est un élément qui a fait naissance de la mosquée de Damas. C'est les tours, de l'église qui sont transformées au minaret. Et ce modèle de minaret qui est à base carrée, il va faire école au Maghreb. On a dit qu'avec le minaret de Kirouan, puis le minaret de la Qal'a, et ça va venir après les minarets almohades. On va pas en parler, puisqu'on va prendre les minarets almohades après. Le deuxième complexe, le deuxième monument important de cette dynastie, malheureusement, c'est un élément d'un tout. Et tout le reste, il était détruit. Détruit maintenant pour plusieurs raisons. On a dit que les Almohades qui sont venus après eux, on les appelle les puritains. C'était un peu les adeptes du Tawhid. Ils étaient contre tout l'excès, même dans la décoration. Tout ce qui est raffinement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas des artistes, mais ils vont développer une autre manière de faire la décoration. Mais ils étaient contre l'excès de la décoration. C'est pour cela ils ont détruit pas mal de monuments almoravides, puisqu'ils les ont vaincus politiquement. Ça veut dire on refait tout à zéro. Ils ont détruit tous les palais, la mosquée d'Ali ibn Youssef qui était à Marrakech, et tout ce qui reste de cet ensemble-là, il n'y a que cette Qubba. Cette Qubba-là, il était, lorsqu'on l'a trouvé au début du siècle passé, il était enfoui dans la terre, jusque-là. C'est Henri Terrasse qui a fait les fouilles, puis il l'a publié. Ça, on l'appelle la Qubba. Maintenant, quelle est son utilité? Quelle est sa fonction? On va revenir après. On va prendre quelques renseignements sur sa dimension. Lieu, il est au Maroc, il est à Marrakech actuellement. La période, c'est le règne d'Ali ibn Youssef. La majorité des monuments, c'était dans la période de ce prince, Ali ibn Youssef. À part la mosquée d'Alger, il date de la période de son père. Les matériaux et techniques, vous avez de la pierre, vous avez la brique cuite, vous avez le mortier, le chaux, vous avez le stuc, le bois. Dimension, c'est un parallélépipède, il fait dans les 7,30, 7,35, 5,35 et 5,45. Le plan sur le sol, il n'est pas vraiment régulier. Vous avez les côtés. Ces côtés-là, celui-là qui est le plus long, il fait 7,30 et 7,35. Il y a une différence entre ce côté-là et ce côté-là, 5 cm. Et de là, de ce côté-là, il y a une différence de 10 cm. Là, vous voyez déjà, par la première image, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, il y a un deuxième, puis il y a la coupole au-dessous. Ce qu'on constate un peu en première, c'est la richesse des arcs qui est composée de cette. Vous avez un peu des arcs de tout type, des arcs lobés, des arcs plein cintre, des arcs, on l'appelle, c'est un plein cintre avec un rajout. On va les voir tout à l'heure en détail. Voilà un peu le plan. Le plan de l'édifice qu'on a vu tout à l'heure, celui-là, tout ça. C'est cet élément-là qui est au milieu. Cet élément-là qui est au milieu, là vous voyez qu'il y a 2 arcs.
Là, il y a un seul arc. Hein, voilà. Il y a deux, il y a un seul. Hein, de deux façades là, il y a un seul arc. Par contre, là et là, il y a deux, de l'autre côté, il y a deux. C'est cet élément-là seulement qui constitue la coupole. Maintenant, pour la fonction, là, on a imaginé seulement, hein, c'est des hypothèses. Hein. Cet édifice représente le seul témoignage de l'architecture religieuse des Almoravides à Marrakech. En effet, les Almohades ont signe de purification de la ville. Hein. Tatahir, on l'appelle même Tatahir al-Medina. C'est un peu bizarre, hein? C'est même sur le plan d'architecture. C'est pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan d'architecture. On appelle la purification de la ville. On procédait dès sa conquête à la démolition de toutes les œuvres architecturales de leurs prédécesseurs. La coupole couvre un petit bassin d'ablution. Là, qu'est-ce qu'on a trouvé comme vestiges? On a trouvé un grand bassin sous la coupole et des latrines. Des latrines, ça veut dire, latrine c'est WC, hein, ce qu'on appelle actuellement WC. Ça veut dire, on imagine cette coupole-là, il couvre un bassin d'ablution et vous êtes dans un complexe. Hein, ça, ce qu'on appelle les salles d'ablution d'un complexe architectural qui est à côté. Vous allez voir, si la coupole de la salle d'ablution était décorée de cette manière-là, on se pose la question, la mosquée, comment elle était décorée? Parce que là, il y a une richesse, vraiment, il est unique. Le plan, il est rectangulaire, ce qu'on a vu tout à l'heure, circonscrit par 4 piliers. Hein? Ce monument s'achève par un dôme c'est une coupole, hein, qu'on a vu à l'extérieur, orné à l'extérieur d'un décor sculpté d'arcatures surmontées de chevrons qui encadrent une étoile heptagonale. Ça veut dire là, on revient là, vous avez même la coupole, l'extérieur de la coupole, elle était décorée aussi, hein, par un ensemble de décorations, et se termine par une étoile, hein, il se termine par une étoile au-dessous. Tout autour de la coupole se dressent des créneaux dotés de merlons à degrés, ça vous les connaissez en quelque sorte. Les merlons, c'est cette partie, ce qu'on appelle les merlons à dents. Et maintenant, on a la partie basse. Les entrées septentrionales et méridionales sont agrémentées chacune de 2 arcs brisés, outrepassés, alors qu'un arc polylobé orne les entrées occidentales et orientales. Hein? Occidentale, orientale, il y a un seul accès, il y a un seul arc, c'est des arcs lobés. Dans le sens inverse, on a c'est des arcs outrepassés, des arcs brisés outrepassés qui sont doublés, hein, ils sont à deux. C'est bon? Ça veut dire non. Qui a dit non? Voilà le nord, il est de ce côté-là. Hein. Le nord est de ce côté-là. Ça veut dire que vous avez le côté nord-sud, vous avez un seul arc. Du côté est et ouest, méridional et septentrional, vous avez 2 arcs. Avec une différence dans la composition des arcs. Voilà, on va voir quelques images maintenant, à partir de l'intérieur. Là, c'est un accès, hein, c'est un des accès sud. On a dit sud-nord, il y a un seul arc qui mène à l'intérieur. C'est un arc là, si vous regardez, c'est un arc brisé, lobé. Il y a combien de lobes? On peut les compter. Hein? 1, 2, 3, à 7 lobes. Là, c'est une caractéristique aussi des Almoravides, ils ont développé ce type d'arc. Une fois on franchit maintenant l'intérieur, on a un autre arc à l'intérieur. Si vous regardez bien, l'intrado de l'arc, elle est décorée. Hein? L'intrado de l'arc. Vous avez un arc lorsque je le vois de face, lorsque je suis au-dessous, on l'appelle cet espace-là, on l'appelle l'intrado de l'arc. L'intrado, on va revenir à ça tout à l'heure. Ça veut dire une fois on franchit. L'intrado, c'est cet espace-là, hein, voilà.
qui fait l'arc. Et cet espace-là, il était décoré par un ensemble d'étoiles, avec une coquille au milieu. Voilà, une fois on traverse, là on a une vue sur cette coupole à l'intérieur. Vous voyez un peu la grandeur de cette coupole à partir de l'intérieur. On va essayer d'aller doucement pour comprendre un peu comment il est composé. Voilà une coupe. Une coupe sur l'édifice d'en haut jusqu'à en bas. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le dôme à l'extérieur qui est décoré, on a dit qu'il est décoré. On a ce tambour, en quelque sorte, entre la coupole. La coupole, il est doublé. Si vous regardez bien, on a une coupole à l'extérieur, le dôme à l'extérieur et une coupole à l'intérieur. Le tambour, avec un ensemble de décorations. Là, où on a vu les arcs tout à l'heure. C'est cette partie. C'est cette partie qui constitue un peu le tambour entre la coupole au-dessous et la partie basse. Et on a la partie basse avec un ensemble d'arcs qui constitue l'accès au bassin qui est au milieu. Dans la partie haute sont percées des ouvertures ornées d'arcatures aux formes variées. Dans les arcs en haut, on a un peu une variété d'arcs. Voilà une vue, une coupe en plan, une coupe au niveau du tambour. On a une coupole à nervure au centre. Avec ça, c'est du couplage aussi dans les angles, des trompes. Et là, on a les ouvertures, les petites ouvertures qu'on a dans le tambour. Si vous regardez bien sur le plan juste géométrique, pour la dessiner, c'est un peu difficile. Imaginez sa réalisation. Quel type d'arc on a maintenant? Façade sud-est. Arc brisé outrepassé à 4 centres. Arc à 5 lobes. Flanqué de 2 arcs brisés outrepassés à 2 centres. C'est ça. On part de cette façade-là. Vous avez des arcs brisés outrepassés à 4 centres au niveau de rez-de-chaussée. Là, la question du centre, pour dessiner un arc brisé, il faut changer le centre. Un arc plein centre outrepassé, c'est un seul geste avec le compas. Mais pour dessiner brisé, il faut changer le centre du compas. Maintenant, pour changer le centre du compas, il y a des rapports. C'est-à-dire on peut le dessiner à 2 centres, comme on peut dessiner aussi l'outrepassé avec d'autres centres. Ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 4 centres. Je vais vous donner tout à l'heure un petit schéma pour... Vous avez arc à 5 lobes au milieu, ce côté-là. Vous voyez, il y a 5 lobes, 4, il y a un au sommet, 5 lobes, outrepassé à 2 centres. Arc recticurviline. C'est celui-là, ce qu'on appelle un arc recticurviline. Arc où des angles droits s'interposent entre les lobes supérieurs et lobe supérieur est étiré en forme de pointe. Ce qu'on appelle, là il y a un peu un mélange, c'est un arc lobé, mais vous avez la partie supérieure, c'est un lobe qui est tiré à angle droit. Ce qu'on appelle un arc recticurviline. Dans la façade sud-ouest, c'est celle-là, vous avez arc à 5 lobes au rez-de-chaussée, 5 lobes, arc recticurviline dans la partie supérieure. Celui-là, si vous regardez bien, ce n'est pas un arc lobé. Vous avez des lobes, mais au milieu, vous avez un lobe qui est tiré à un angle droit. On l'appelle de recticurviline. Vous voyez un peu, c'est un petit édifice, sur un bassin d'ablution, il y a toute cette richesse de composition géométrique. Voilà un peu comment on dessine les arcs qui sont rez-de-chaussée. Les arcs en plein cintre, les arcs brisés, outrepassés. Brisés,
Premièrement, il est brisé au sommet, mais il est outrepassé par rapport à l'axe. Premièrement, pour les dessiner, il y a tous ces rapports géométriques. Hein. C'est des rapports, comment on dessine le centre. Ce centre-là, c'est pour dessiner cette partie. Ce centre-là, pour dessiner cette partie. Maintenant, pour dessiner cette partie-là, hein, on utilise ce centre aussi pour dessiner cette partie. Et ainsi de suite. Et tous les centres, ils ne sont pas faits au hasard. Il y a des rapports géométriques. Parce que c'est une question de rapport. Et le rapport, qui est la base, hein, la base un peu de l'harmonie en architecture. Hein. Et pour dessiner ça, ça veut dire avant sa réalisation, il faut avoir des bases en géométrie. Hein. Hein, on imagine que les artisans, ils étaient des géomètres avant qu'ils soient des artisans. Voilà un peu le découpage de l'intrado, ce qu'on a vu tout à l'heure, juste en passant l'arc lobé. On a l'intrado de l'arc au milieu. Ça, vous avez une forme là, une surface qui n'est pas plate, hein, elle est curviline. Hein. Mais ils arrivent quand même à dessiner cette décoration qui est à base des étoiles. À base d'étoiles et qui se termine au milieu par cette rosette. Hein. Tracé recticurviline, son tracé géométrique, c'est celui-là. Son tracé géométrique, c'est celui-là. Si on le dessine sur un espace en 2D, hein, vous avez des deux côtés. Hein, c'est à base d'étoiles. Et là, au centre, on a cette rosette qui est creusée dans l'intrado de l'arc. Hein. Déjà, sur le plan de la décoration, sur le plan de son dessin déjà, ça se pose des questions. Hein. Comment ils arrivent à réaliser ça? Et on a vu tout ça. En plus, il y a de la couleur en plus. Hein, toutes les formes, hein, il y a avec des couleurs différentes. Voilà un peu le dôme, la décoration du dôme qui couvre la coupole à nervure qui est à l'intérieur. L'extérieur du dôme est orné par des chevrons en relief. Hein, la décoration elle est en relief, qui sort un peu du dôme. Sinon des zigzags. Des zigzags, c'est à cette partie-là. Mais si je regarde en haut, là, il se termine avec une étoile. Hein, vous voyez un peu, ça c'est la forme un peu du merlan qui termine un peu la hauteur de... Et en bas, c'est un ensemble d'arcs, un arc plein cintre qui se croise. Plein cintre qui se croise pour former ce jeu d'arcs dans la base du dôme. La coupole à l'intérieur, toute la richesse maintenant de cet édifice-là, il est dans la coupole à nervure qui est à l'intérieur. La coupole qui est composée à l'intérieur du monument, une coupole sur nervure est dissimulée par une décoration luxuriante, alliant la rigueur des tracés géométriques, des arcs et des muqarnas, au foisonnement d'une flore variée, associé à l'épigraphie, le tout rehaussé par une polychromie dont témoignent les nombreux fragments de vitraux colorés trouvés lors des fouilles. Hein, ça veut dire dans cette coupole-là, on a en quelque sorte toute la synthèse un peu de la décoration, dans la décoration des Almoravides. On a la géométrie, le jeu de la géométrie, les muqarnas, la décoration florale. Et on a aussi la polychromie dans les vitraux qu'on a trouvés sur le site. Voilà une vue maintenant à partir de l'intérieur sur cette coupole. Cette coupole, hein, ça c'est la partie du tambour, ce qu'on appelle la partie du tambour, là où il y a les arcs qu'on a vus tout à l'heure. Hein. C'est un espace de transition entre la base et la coupole qui est au-dessous. La partie interne de la couba est couverte d'une coupole nervée dont le décor en stuc rappelle l'art des époques califales, en Andalous. Là aussi, c'est un peu la coupole un peu dans le principe de construction. Hein, c'est la coupole de Tlemcen. Hein.
il y a un ensemble de nervures qui constituent la coupole. Et vous avez au centre cette couplette. Maintenant, hein, tout simplement, c'est le passage maintenant entre la base et la couplette. Hein, tout à l'heure, de celle de Tlemcen, on a des panneaux qui sont ajourés, qui sont sculptés, qui font filtrer de la lumière. Là, on a d'autres panneaux, hein, une autre forme de panneaux, mais toujours qui sont sculptés maintenant. Hein. Hein, il y a une composition florale et géométrique qui domine un peu ces panneaux-là. Ici, si on regarde un peu dans les détails, chaque panneau, il est unique. Même il obéit à la même composition géométrique, mais dans la composition, dans le détail, chaque panneau, il est unique. Voilà une autre vue de grands arcs outrepassés, polyrobés, posés directement sur la corniche de plan carré, constitue l'ossature de la coupole. Hein, l'ossature de la coupole, vous avez le plan carré de la coupole, et il est formé d'un ensemble de nervures. Hein. En réalité, c'est des nervures qui composent la base de la coupole. Leur entrecroisement permet le passage du plan carré à un octogone, parce que là, ça va vous donner un octogone. Hein. Ça, c'est l'angle, et ça donne un octogone à la base. Délimitant des pendentifs au riche décor floral incisé autour d'une coquille en forte scie. Dans les angles maintenant, on a le même principe que la coupole de Tlemcen. Hein, dans les angles, on a ces coquilles. Hein, ces coquilles, là on ne les voit pas de près. Hein, peut-être. Voilà, ils sont quelque part là. Hein, c'est les angles, c'est le passage des angles vers la forme de la coupole. Hein. C'est des coquilles en forte scie. Un tambour sert de transition entre les grands arcs et la petite coupole terminale de tradition andalouse qui achève l'ensemble. Bien sûr, cet espace-là, hein, c'est ce qu'on appelle le tambour, hein, qui relie un peu la coupole au centre et la base. Cet étage octogonal est formé de petits arcs recticulvilines. Hein, là, on a un ensemble. Ces espaces-là, ils ne sont pas droits. Hein. Ils sont recticulvilines, vous avez plusieurs directions. Hein. Et ils sont décorés aussi. Hein. Ils ont accueilli, voilà un peu de près, ces formes-là. Vous voyez un peu la rigueur de la géométrie pour dessiner un peu ces formes. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus une décoration florale importante. Et au centre, on a une coquille. Des pendentifs au riche décor floral, l'incisé autour d'une coquille en forte scie. Hein, on a toujours au milieu une coquille en scie, ça veut dire qui sort un peu du plan de la surface. Dans les angles, les espaces vides sont couverts de petites coupoles à muqarnas, c'est de ce côté-là. Ça, vous avez dans l'angle, hein, des coupoles à muqarnas dans l'angle. Hein, on a le même schéma un peu de la mosquée de Tlemcen. Toute cette coupole-là, elle a été étudiée par Henri Terrasse. Hein. Il y a une monographie. Ce qu'on appelle une monographie, c'est une représentation d'un monument. Lorsqu'ils ont fait une fouille, hein, ils l'ont publié dans un livre, dans les détails. Hein. Parce que là aussi, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous avez ces panneaux de la décoration florale qui sont importants, mais à l'intérieur aussi, il y a une géométrie dans la composition. Hein. Et tous ces espaces-là, vous voyez, ils sont pas plats. Hein. Déjà, pour les réaliser, c'est déjà quelque chose. Voilà une vue, maintenant, à partir du dessous. Hein. Voilà les coupoles à muqarnas qui sont dans les angles. Hein. Dans la base, dans les angles. Par contre, là, c'est des panneaux sculptés qui forment la partie du tambour. Et les arcs qu'on a vu tout à l'heure, avec
les petits arcs qui sont dans la deuxième partie, ils donnent directement dans le tambour. Hein. Et au milieu, on a cette coupole, si vous vous souvenez bien, elle ressemble à la coupole qui termine la coupole de Cordoue. Hein, celle du centre, qui est ce qu'on appelle une coupole à cannelure. Le décor. Le décor de cet édifice-là, il est important, et par sa richesse géométrique, mais par sa richesse aussi de florale. Comme motif décoratif, on note un développement remarquable du motif de la palme, qui occupe une place désormais centrale dans les compositions florales. Là aussi, hein, on va le voir tout à l'heure, ça veut dire le type de décoration dans la décoration florale, on a plutôt la palme. La palme c'est la palme d'acanthe, hein, c'est une plante qu'on appelle l'acanthe, qu'ils ont développée. Dans l'épigraphie, l'on ne fait plus appel au cursif, que revêt à partir du XIIe siècle son nouveau rôle d'écriture ornementale. En effet, le cursif s'adapte plus facilement à la fantaisie de la flore et compense un kufique plutôt rigide, qui prend d'ailleurs le plus souvent à cette époque une tonalité fleurie. À partir de cette période historique, il y a, on a dit tout à l'heure, l'émergence du cursif qui se rallie mieux à l'écriture florale. Là, on a un ensemble de palmes qui composent les panneaux qu'on a vus dans le tambour. Hein. Là, vous avez un peu ce qu'on appelle les palmes en acanthe, les palmes simples, les palmes en polysavale double. Maintenant, ça, c'est plutôt, si vous regardez bien, c'est pas des palmes réelles, hein, copies de la nature. Ils sont plutôt stylisés. Hein, ça veut dire même, on fait référence à l'acanthe, c'est une plante qui domine un peu en Méditerranée, hein, ça veut dire. Mais ils ont tiré des formes plutôt stylisées pour remplir un peu l'espace. Par contre, on a aussi des pommes de pin, hein, des formes différentes. Et tous ces éléments-là, hein, et ils composent un peu les panneaux qu'on a vus de ce côté-là. Hein. Et sans oublier la structure de base, les tiges, qui est une structure géométrique. Hein. La tige, on a toujours les tiges qui sont à base de la géométrie. Et la décor floral, il est là, hein, pour remplir un peu l'espace entre les tiges. Des questions? Essayez un peu de revoir cet édifice-là, parce qu'il est important. Hein, vous pouvez le trouver, hein, il suffit de chercher un peu. Le deuxième monument un peu de cette dynastie, c'est la mosquée de Ndroma. La mosquée de Ndroma, elle est en Algérie, celle-là. Il fait partie des édifices dits religieux, hein, de la dynastie almoravide. La mosquée, elle est construite en 1145. Le minaret, il est tardif. Ça veut dire le minaret, il ne date pas de la période almoravide. On n'a pas de minaret de la période almoravide. Hein. Les matériaux de construction, c'est la pierre, la brique, le plâtre, la tuile, le bois. La décoration, il y a aussi une décoration à base de la brique, la céramique, le marbre, le plâtre sculpté. Le dessinateur, l'auteur de cette mosquée, c'est Youssef Ibn Tashfin, ça veut dire c'est le père d'Ali. Hein. Et il fait partie des mosquées qui sont construites au début de la dynastie. La salle de prière, il fait dans les 9,7, 23,8, 9,7. La cour, il fait dans les 9 mètres, 6 mètres 8.
Le minaret fait 23. Et si vous regardez là, c'est une petite mosquée. Hein. C'est une petite mosquée. Ah, mais ce que vous voyez là en Assur, hein, des Assur, ça c'est un rajout hein, par rapport au plan d'origine. Ah, le plan, il est toujours dans la tradition dite maghrébine jusqu'à l'instant. Hein. La mosquée de Cordoue, la mosquée de Tlemcen, vous avez un ensemble de nefs qui sont perpendiculaires au mur de la Qibla. Les supports, c'est plutôt des piliers. Et l'arc, il est entouré par un ensemble de portiques qui sont en réalité le prolongement des nefs dans la salle. Hein. De forme rectangulaire, on accède à l'édifice par des entrées situées dans les angles du mur nord. Hein, l'accès, ça se fait de ce côté-là. Les accès, ça se fait à partir du mur nord. Hein. Ça aussi, est-ce qu'il est dû à l'environnement, ça on ne sait pas. Hein. Ouvrant sur des nefs perpendiculaires au mur de la Qibla, qui se prolongent de part et d'autre de la cour quadrangulaire, formant des portiques latéraux triples. Hein, ce qu'on appelle les portiques. Les portiques là sont au nombre de 3. Ce qui est le cas de Tlemcen. Hein. Tlemcen, ce côté-là, c'est triple aussi. La cour située dans l'axe du mihrab ouvre sur la salle de prière dont les 9 comptent 3 travées. À l'intérieur, vous avez 9 qui sont perpendiculaires au mur de la Qibla et dans le sens inverse, vous avez 3 travées. Là, si vous regardez, là, vous avez 3 travées. Les arcs outrepassés retombent sur des piliers. Là, c'est les éléments de support, c'est plutôt les piliers. Le mihrab est constitué d'une niche polygonale. Voilà un peu l'accès vers l'intérieur, hein, avec des arcs. Ça, c'est en brique. Hein. L'arc, celui-là, il est plein, c'est outrepassé. Par contre, celle de la porte, c'est un arc brisé. Hein. Avec une décoration à base de la brique. Voilà une vue à partir du minaret. On a dit que le minaret, il est tardif. Hein. Il ne date pas de la période de Mourabide. Les nefs, la direction des nefs, ils sont mis déjà, ils se manifestent dans la toiture. Hein. Tout ça, c'est la nef. Hein. La nef, et vous avez le côté du mihrab, une coupole hein, qui se détache un peu du volume. L'intérieur maintenant, on est un peu dans la tradition almoravide, hein, les supports les supports c'est des piliers, et les arcs, on a un peu une richesse d'arcs aussi à l'intérieur. Ça, c'est un arc brisé, outrepassé, avec la direction de la travée. Celle-là, c'est la travée, parce que les arcs ils vont dans ce sens-là. Le minaret, on a dit qu'il ne date pas de la période almoravide. Hein, on va le voir après lorsqu'on va parler sur les minarets almohades.